En général qui intéresse les penseurs critiques contemporains, c'est le problème de la croyance et le problème plus spécifiquement de la manière dont on maintient la croyance quand les circonstances sont adverses, hostiles à la croyance. Alors, il y a les sources religieuses, et puis il y a une autre source qui est assez présente chez de nombreux penseurs critiques. En l'occurrence, c'est un homme, c'est Carl Schmitt, qui était un juriste allemand du début du XXe siècle, considéré comme d'ailleurs le juriste officiel ou officieux du Troisième Reich et du NSDAP. Et aujourd'hui, ce penseur et sa pensée, qui ont longtemps été considérés comme infréquentables, ils sont en train de refaire surface, de retrouver certaines lettres de noblesse. On retrouve des références, et pas juste des références ça et là, mais vraiment des points d'appui sur Carl Schmitt dans la pensée de Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, chez Giorgio Agamben aussi, Balibar et Ben Saïd par moments aussi se réfèrent à Schmitt. Comment est-ce qu'on explique le succès, ou en tout cas le retour de ce penseur, et j'irai plus loin, est-ce que ça risque pas aussi quelque part, quand on voit comme ça des penseurs de gauche radicale mobiliser un juriste nazi aussi brillant fut-il intellectuellement, est-ce que ça risque pas de cautionner l'idée qui est quand même celle d'un grand nombre de nos adversaires, selon laquelle il y aurait une espèce de parenté entre les extrêmes, voilà, qui se rejoignent, et preuve en est que Carl Schmitt est utilisé par des penseurs de gauche radicale. Évidemment, c'est un risque. En même temps, ça nous permet aussi d'acter un point qui est très important, c'est qu'il existe des grands penseurs dans le camp adverse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Il y a une phrase chez Gramsci qui est incroyable, qui dit quand on a un adversaire, il faut toujours aller chercher le point haut de cet adversaire, et non pas le point bas, parce que le point haut, c'est ce qui nous permet à nous, justement, de progresser, en nous confrontant au meilleur de la pensée de l'adversaire, en l'occurrence, le meilleur de la pensée conservatrice, dans le cas de Carl Schmitt. Donc une partie de l'explication du pourquoi de l'intérêt de ces penseurs que vous évoquez pour Carl Schmitt, c'est que, à juste titre, me semble-t-il, ils vont se confronter au point haut de la pensée de leurs adversaires. Et en l'occurrence, des penseurs comme Carl Schmitt notamment. Mais il y en a évidemment d'autres. Donc ça, c'est un premier élément d'explication, me semble-t-il, sur ce qui est, en effet, vous avez raison de le dire, une forme d'omniprésence de Carl Schmitt dans le corpus des pensées critiques contemporaines. Il y a un deuxième élément d'explication qui est plus amusant, d'une certaine manière, c'est que Carl Schmitt lui-même était un admirateur de certains marxistes, et notamment un admirateur de Lénine et de Mao. Carl Schmitt développe l'idée selon laquelle Lénine, l'un des éléments de la grandeur de Lénine, c'est que Lénine invente un nouveau type d'ennemi politique. Carl Schmitt est quelqu'un qui est obsédé par l'opposition entre amis et ennemis. Il considère que est souverain, selon sa fameuse phrase, celui qui décide de qui est ami et qui est ennemi. Et donc ce que dit Carl Schmitt à propos de Lénine, Carl Schmitt admire Lénine, c'est que Lénine, dans l'histoire, invente un nouveau type d'ennemi, qui est l'ennemi de classe, qui est un type d'ennemi qui n'existait pas forcément avant Lénine. Et donc, Carl Schmitt est un admirateur de Lénine et d'autres marxistes de cette période. Et par conséquent, quand aujourd'hui des marxistes ou des post-marxistes comme Mouffe, Balibar, Agamben, etc., lisent Carl Schmitt, en fait, ils redécouvrent via Schmitt des penseurs, ou des théoriciens et des militants révolutionnaires comme Lénine, qui, eux, avaient influencé Carl Schmitt. Donc il y a une forme d'influence par l'entremise de Carl Schmitt, de penseurs critiques ou de marxistes antérieurs. Donc on retrouve des thématiques de gauche par l'entremise d'un penseur de droite, et donc ça, on en discutera peut-être tout à l'heure. Il y a une forme de circulation des thématiques et des concepts entre la droite et la gauche. La droite et la gauche, en particulier quand elles sont révolutionnaires, la gauche comme Lénine, et la droite révolutionnaire comme Carl Schmitt, c'est à sa manière un penseur révolutionnaire, même s'il est conservateur d'un autre côté, eh bien, soumettent à critique le système, et dans la mesure où ils soumettent à critique le système existant, eh bien, les concepts, les représentations circulent entre eux. Donc ça, c'est tout à fait marquant, et c'est un des éléments qui m'a intéressé dans cette cartographie, d'essayer de comprendre comment les concepts circulent d'un côté à l'autre du champ politique. Et puis il y a une troisième explication, me semble-t-il, de l'omniprésence de Schmitt dans les pensées critiques contemporaines, c'est que par essence, Schmitt, c'est le penseur de la décision politique. C'est un penseur du politique, en quelque sorte. Et donc c'est quelqu'un qui essaye de concevoir comment, collectivement ou individuellement, de la politique en tant que contingence, en tant que phénomène nouveau dans le système, peut survenir. C'est une manière, pour les penseurs critiques contemporains, peut-être de dépasser certaines formes de déterminisme qui avaient cours dans les pensées critiques du passé, notamment dans certains marxismes, que d'insister à ce point sur la centralité de la décision politique, c'est-à-dire de l'acte contingent qui crée du nouveau, qui crée du neuf dans le système politique.
politique. Et Carl Schmitt est vraiment un penseur qui permet de faire cela. Parmi d'autres penseurs qui ont beaucoup réfléchi à Schmitt, il y a notamment les opéraïstes italiens, Toni Negri notamment, qui est l'un des premiers à avoir écrit sur Schmitt depuis la gauche. Donc si je comprends bien, hein, sur Schmitt, le point haut, c'est cette idée que la politique, c'est quand il y a du conflit entre un ami et un ennemi. Parce qu'aujourd'hui, la pensée qui est plutôt dominante, c'est une pensée libérale qui considère que la politique, fondamentalement, c'est une affaire de paix, c'est trouver des accords, faire du consensus. Hein, c'est ce que disent notamment des penseurs comme Jürgen Habermas ou John Rawls. Et lui, Schmitt, à l'inverse, il nous dit la politique, c'est vraiment quand il y a possibilité de vie et de mort, quand il y a des affrontements. Exactement, c'est une lecture de Schmitt qu'on peut faire et il me semble que c'est en effet l'essence de son œuvre. En fait, ce que Schmitt vous explique, c'est que la politique, c'est pas du tout le consensus. La politique, c'est pas du tout du marché au sens néolibéral du terme. La politique, c'est distinguer entre des amis et des ennemis. Et donc, la dimension d'antagonisme, la dimension de conflictualité est tout à fait essentielle chez Schmitt. Et si vous lisez par exemple les travaux de Chantal Mouffe, qui ont influencé beaucoup Jean-Luc Mélenchon, mais aussi les gens de Podemos par exemple, eh bien, chez Chantal Mouffe, ce qui est repris de Schmitt notamment, c'est cette notion d'antagonisme qui est fondateur de toute politique, de toute conflictualité, et par conséquent de tout fonctionnement de la société, de tout mouvement social. Donc, en effet, Schmitt est quelqu'un qui permet de critiquer le néolibéralisme depuis la droite, en insistant sur le fait que la politique, c'est pas la recherche du consensus, c'est pas l'agir communicationnel comme disait Habermas, mais c'est au contraire la recherche de l'ennemi et l'antagonisme entre l'ami et l'ennemi. Et ça, évidemment, on comprend bien ce que des penseurs critiques peuvent en faire de cette idée, et donc en particulier des gens comme Chantal Mouffe, mais aussi Giorgio Agamben ont beaucoup insisté sur le fait que la politique moderne, la politique plus en général, se caractérisait par cet élément de conflictualité, c'est-à-dire par la désignation d'un ennemi. Évidemment, c'est porteur de toutes sortes de dangers que cette conception de la politique basée sur l'ami et l'ennemi, parce que ça peut conduire à des formes de conflictualité qui vont jusqu'à des formes de guerre civile, de crimes contre l'humanité, etc. Il est évident que les penseurs critiques ne vont pas jusque-là. Alors moi, il y a un élément qui m'a souvent frappé, c'est que les penseurs de droite sont assez habitués à lire les penseurs de gauche. On retrouve par exemple chez Alain de Benoît de nombreuses références à Gramsci. Là, tout récemment, c'est pas simplement une affaire de penseurs. Là, je pense à Emmanuel Macron qui, dans Elle, il y a une dizaine de jours de ça, invitait la jeunesse à lire Karl Marx. On sait qu'un certain nombre aussi de dirigeants lisent Bourdieu pour comprendre tout simplement comment fonctionne leur propre classe sociale. Et finalement, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait réciproque, au sens où à gauche, on a peut-être moins cette habitude, cette coutume d'aller lire les penseurs de droite, peut-être parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'idées à droite, que fondamentalement, c'est là des personnes qui sont dans la gestion des choses, mais pas dans la théorie. Il me semble que c'est pas votre idée, parce que vous, justement, dernièrement, vous avez publié dans la revue du Crieur un papier sur Alain de Benoît, donc le penseur du Grèce de la Nouvelle Droite, un papier aussi, un autre papier tout à fait intéressant sur Emmanuel Gaillard. Alors c'est un penseur aussi invisible que puissant, puisque c'est un juriste, un avocat qui est le théoricien de ces tribunaux d'arbitrage, tribunaux internationaux qui permettent aux multinationales de faire condamner les États s'ils ne respectent pas les dogmes néolibéraux. Est-ce que en quoi, pour vous, justement, c'est important d'aller lire un petit peu l'adversaire? Vous parliez de point haut tout à l'heure. Est-ce que c'est ça Oui, exactement. Moi, je pense que dans les marxismes passés, dans les pensées critiques du passé, il y a eu une pratique de lecture des adversaires qui était tout à fait générale. Enfin, on ne comprend rien à Gramsci si on ne voit pas que l'un des interlocuteurs privilégiés de Gramsci, c'est Benedetto Croce, qui est le grand penseur libéral de son époque, quoi. Et que Gramsci à la fois critique, mais en même temps dont il reprend certains éléments en les rendant endogènes au marxisme. Donc il y a tout un traitement qui est imposé au concept de Croce pour les rendre adéquats en quelque sorte aux propos que Gramsci veut développer. Mais pour faire cela, Gramsci est conduit à fréquenter son œuvre de manière tout à fait évidente. Un autre exemple, c'est qu'on ne comprend rien à Lukács, me semble-t-il, donc Georg Lukács, le grand marxiste hongrois, si on ne voit pas que l'un des interlocuteurs de Lukács, c'est Max Weber, le grand penseur de la bureaucratie allemand, qui était en gros une sorte de libéral conservateur. Voilà, donc là encore, on a un exemple de marxistes, de penseurs critiques du passé, qui sont allés voir ce que disait l'adversaire pour à la fois comprendre le fonctionnement de l'adversaire, la manière dont l'adversaire pense, mais aussi pour essayer de s'élever à son niveau. Après tout, la gauche n'étant pas au pouvoir, et la droite étant essentiellement au pouvoir depuis... j'allais dire depuis toujours, mais en tout cas depuis très souvent, il est évident que la gauche doit apprendre, pas de manière acritique évidemment, pas pour appliquer les mêmes recettes,
mais au moins pour comprendre comment cela fonctionne et pour comprendre aussi le type d'intellectualité qui est mise en œuvre par la droite dans la gestion des affaires, enfin, à la fois économique, à la fois politique, et militaire, pourquoi pas. Je me suis un peu intéressé à la doctrine militaire portant sur les questions environnementales. C'est un point très important de savoir comment la pensée stratégique militaire évolue aussi avec le temps. Et là, ça nous ramène au marxisme classique. Tous les marxistes classiques avaient lu Clausewitz. Bon, Lénine avait lu Clausewitz, Gramsci, etc. Aujourd'hui, il me semble que chez les penseurs critiques, il y a moins d'intérêt pour ces questions-là. Et je pense que c'est à tort, parce qu'il faut essayer de comprendre comment son adversaire pense pour s'élever à son niveau. Et alors, c'est qui aujourd'hui les penseurs importants de droite? Parce qu'à gauche, on voit bien, c'est généralement des universitaires. À droite, est-ce que ça veut dire que ce serait des gens comme Finkielkraut, de Benoît, ou même un peu plus vulgaire que ça, Zemmour? Ou est-ce que c'est... Non, il y a des formes d'intellectualité très diverses à droite. Et les gens que vous venez de citer, Zemmour, etc., moi, je leur reconnais parfaitement le statut d'intellectuel. Mais ce sont évidemment des intellectuels d'un certain type, qui publient certains types de livres, qui interviennent dans les médias d'une certaine façon. Ce n'est pas le même type d'intellectuel que Carl Schmitt, évidemment, Zemmour, même s'ils appartiennent d'une certaine façon à une galaxie que l'on peut qualifier comme étant la galaxie de la droite. Donc je pense qu'une des différences entre la droite et la gauche, c'est qu'à droite, il y a des formes d'intellectualité beaucoup plus diverses. Et en particulier, il me semble qu'à droite, il y a des intellectuels de type Alain de Benoît, par exemple, des intellectuels de type Friedrich von Hayek, par exemple, qui est un économiste et un philosophe plus en général, prix Nobel d'économie. Il y a des intellectuels comme Finkielkraut, pour prendre le niveau un peu en dessous. Mais il y a aussi un type d'intellectuels que l'on ne retrouve pas à gauche, qui sont des intellectuels qui sont ancrés dans des pratiques politiques et économiques, qui sont par exemple des juristes, comme Emmanuel Gaillard, que vous évoquez. Emmanuel Gaillard, c'est fondamentalement un juriste, c'est quelqu'un qui fait de l'arbitrage international. Donc, qui est dans la technicité, en quelque sorte, qui fait de la technique juridique au quotidien, du droit commercial privé, si vous voulez, international. Mais qui, en même temps que cette production de juriste, enfin, c'est vraiment un avocat, quoi, un arbitre international, a aussi une production plus générale, plus universaliste, j'allais dire. Donc, il produit aussi des livres de théorie du droit, où il réfléchit sur ce que c'est que la mondialisation juridique, où il réfléchit sur la fonction de l'arbitrage international dans l'ordre économique mondial. Donc, il y a en quelque sorte cette double casquette de praticien, d'avoir en quelque sorte les mains dans le cambouis, si je puis dire, et en même temps d'être un intellectuel au sens plus classique de quelqu'un qui produit des idées abstraites et générales. Ça, à gauche, évidemment, on en a moins des intellectuels comme ça, pour une raison toute simple, c'est que la droite est au pouvoir et que la gauche n'est pas au pouvoir, et que pour développer cette double casquette en quelque sorte, pour avoir les mains dans le cambouis, il faut en quelque sorte occuper des positions de pouvoir, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire, etc. Donc, en quelque sorte, si je pouvais faire cette analogie, les deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, ne sont pas symétriques. Autrement dit, à droite, il y a des formes d'intellectualité qui ressemblent aux intellectualités de gauche, mais il y a aussi d'autres formes d'intellectuels qui sont davantage des praticiens de l'économie, de la politique, du militaire. Et ce qui m'intéresse spécifiquement, en effet, en ce moment, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne cette forme d'intellectualité particulière. Vous dites que les intellectuels